Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Depuis jeudi dernier, pour 9 millions de Portugais, c'est la découverte d'un sentiment jusqu'alors inconnu, celui de la liberté. À Lisbonne, nuit et jour, c'est la fête. Le général Spinola, héros national prestigieux, a pris la tête d'une junte de 7 membres qui s'est emparée du pouvoir, marquant la fin de 48 ans de dictature. Au ministère de la Défense, il met au point la proclamation qui annonce l'instauration des libertés démocratiques. Pour le Portugal, c'est une nouvelle phase de l'histoire qui commence. Les militaires qui étaient, il y a une semaine encore, un des piliers de la dictature, sont aujourd'hui des libérateurs, des héros que l'on fête. En quelques heures, l'armée a fait tomber comme un fruit trop mûr un régime qui semblait presque inébranlable quelques semaines plus tôt. Pour les soldats qui, dans le feu de l'action, n'ont pas eu le temps de s'alimenter depuis jeudi, bon nombre de personnes se sont muées en cantinières bénévoles. Ce sont des détails de ce genre qui ont inspiré à bon nombre d'observateurs la comparaison entre Lisbonne d'avril 74 et Paris libéré de 45. C'est dans ce bâtiment, ancien couvent des Carmes, que M. Caetano, le chef de l'ex-gouvernement, a passé ses derniers moments de liberté avant d'être envoyé en exil. Le général Spinola était venu en personne prendre sa démission. Tout le monde a parlé de la rapidité et de la précision du coup d'État. Cela supposait en fait un accord quasi général au sein de l'armée, à tous les échelons de la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est jour de gloire pour tout le monde. Le coup d'État a eu lieu aussi avec la participation de la marine. Ce sont les militaires de toutes les armes qui remplacent la police officielle pour les tâches de routine. En effet, celle-ci n'ose plus se montrer. Tout ce qui incarne les formes de l'autorité de l'ancien régime a aujourd'hui très mauvaise presse au Portugal. Après 48 ans d'une information étroitement contrôlée et totalement aseptisée, la population découvre ce qu'est une presse débarrassée aujourd'hui de toute censure. En quelques jours, elle est en train de prendre conscience d'une foule de réalités que bien peu de gens au Portugal connaissaient jusqu'à présent. Le journal Républicain, si souvent frappé d'interdits, pénalisé tant de fois, peut aujourd'hui enfin s'exprimer librement. Pour une foule enthousiaste, il fait un peu figure de symbole. Son directeur, comme des millions de Portugais, est encore sous le choc. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse un peu politique de la situation La situation, c'est un pays qui n'a pas de liberté depuis 50 ans, qui est dépolitisé, mais qui connaît la liberté seulement parce qu'il se passe dans les autres pays et qu'il a enfin récupéré. Vous avez un grand espoir maintenant dans la politique actuelle? J'ai un espoir dans l'adaptation du peuple portugais aux ambiances actuelles et au progrès actuel et à la démocratie. Vous
connaissez les gens de la junte? La Les gens de la junte, vous les connaissez? La junte, oui. Vous connaissez leur programme également? Oui, je connais leur programme. Vous êtes satisfait avec les leaders? Je suis satisfait car c'est un programme de transition pour le socialisme, naturellement. Le journal Epoca, qui était jusqu'à présent le porte-parole inconditionnel et le chantre de l'ancien régime, a catalysé sur lui la fureur populaire. Ses locaux ont été saccagés, ses voitures endommagées ou brûlées, et les rouleaux de papier jetés à la rue. En fait, le coup d'État n'a été marqué que de très peu de violence et d'effusion de sang. C'est la DGS, l'omniprésente police politique qui faisait régner une terreur impitoyable, qui a attiré sur elle la fureur populaire. Les agents de la DGS savaient ce qui les attendait si le coup d'État triomphait. Ils ont été les seuls à tenter de résister. C'est là, aux alentours du siège de la DGS, dans la partie haute de la ville, que s'est trouvé le seul îlot de résistance au coup d'État de jeudi dernier. De l'immeuble, on a tiré sur les manifestants. Il y a eu 4 morts. Vendredi matin, la foule attend la sortie des 600 agents de la police politique qui se sont rendus et doivent être transférés d'un moment à l'autre à la prison de Kashkesh. Les militaires hésitent à faire sortir en plein jour ces gens haïs par une population qu'ils ont trop longtemps terrorisée. L'armée craint d'être débordée par la foule, de devoir protéger les prisonniers par la force et peut-être de déclencher ainsi un engrenage de violence. La foule reste calme, mais la tension est lourde. Cet endroit dont les gens n'osaient pas trop s'approcher est chargé de tant de souffrances, de brimades et d'arbitraire que tout aujourd'hui pourrait arriver. Des camions amenés par les fusiliers marins attendront que la nuit soit tombée pour pouvoir charger les prisonniers. Fausse alerte. La garde républicaine, huée par la foule, a tiré en l'air. Ordre lui sera donné de rentrer dans ses quartiers. C'est le seul incident. Les capitaines révolutionnaires tiennent la situation en main. Vas-y, sors, va sur un camion. Va sur un camion, dessous. Vous trois, vous étiez dans le centre de la conjuration? Non, seulement nous. Ici à Lisbonne, seulement nous. Il était au nord du pays. Nous avons commencé ici il y a 6 mois, ou plus que 6 mois. Nous avons commencé à penser dans les questions du pays. Nous avons fait des réunions secrètes. La première réunion a été à Évora avec 135 officiers. Nous avons écrit des déclarations et oui, le mouvement a commencé à augmenter et nous commençons à conquérir l'adhésion des commandants, des lieutenants-colonels, etc. Petit à petit, ça a gagné tous les officiers. Non. Au départ, ce sont seulement les capitaines. Il y a des situations qui sont très curieuses. Par exemple, à Figueira da Foz, à ce moment-là, les 2 casernes sont commandées par capitaine et même le centre militaire est commandé par un capitaine. Tous les officiers supérieurs n'ont pas
n'ont pas pris part dans la conjuration. Même le colonel d'un régiment a été arrêté par un capitaine de notre mouvement. Beaucoup de colonels et de lieutenants-colonels ont été arrêtés pour les capitaines, pour les soldats. Et mis de côté, éliminés en Oui, quelque non, sorte. ils ne sont pas éliminés. Nous n'avons pas éliminé personne, mais nous avons simplement arrêté dans la caserne. Dans la caserne, ils sont arrêtés. Aujourd'hui, vous croyez ce qui est arrivé? Je rêve encore. C'est un rêve, C'est un rêve. de plusieurs années. Avant hier, je n'ai pas de force pour pleurer. J'ai pleuré aussi quand j'ai entré dans la prison de Caxias. C'était Il y avait là un ami incroyable. de moi, je n'ai pas le reconnu. Il a sorti en courant, il fait l'abbraccio portugais. Il m'a dit, je ne crois pas, je ne crois pas. C'est vous, le capitaine, c'est vous. Je ne crois pas. Aujourd'hui, vous aimez votre pays? Oui. J'aime l'armée. Nous aimons toujours notre Aujourd'hui, pays. j'aime l'armée Et aujourd'hui, portugaise. peut-être Je ne sortirai jamais de l'armée portugaise. Vendredi soir, massés au pied de la colline de Cascais, 100 000 personnes attendent la libération des prisonniers politiques. Ici, c'est la grande fraternisation de tous les opprimés d'hier. Sont là ceux qui attendent la libération d'un parent ou d'un ami et ceux qui ne veulent pas manquer ce moment historique. Minuit 30, les premiers prisonniers commencent à sortir. Pour beaucoup d'entre eux, c'est là un véritable miracle qui les arrache à une mort qu'ils croyaient inéluctable. Eu trago aqui a televisão suíça só para ti, pá. Vous sortez de prison, monsieur? Oui, c'est M. Palma. Vous étiez en prison depuis combien de temps? Depuis 6 mois. 6 mois. Pour la Et quatrième vous fois. étiez condamné à combien de temps? 9 mois. Vous auriez dû rester 9 mois. Pour Ah quel- non, encore Oui. Peut-être 20 ans. Peut-être 20 ans. Oui. Pour quel motif? Mon activité révolutionnaire, politique dans mon pays. Vous êtes marié, monsieur? Non, pas encore. Pas encore. C'est une délivrance ce soir? Non, non. Oui, oui, une délivrance pour moi. It's Mr. Palma. C'était dur ou les conditions de détention étaient difficiles? Oui, difficile parce que j'étais torturé, j'étais frappé presque à la mort. Frappé seulement? Oui. Quelles étaient les autres méthodes de torture? Sans sommeil, rester sans sommeil pendant 11 jours. Vous avez l'impression que la situation du Portugal va s'améliorer considérablement? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Vous allez reprendre votre vie de révolutionnaire? Non, je reste pour le moment attentif. Je veux voir ce que va faire la junte militaire. Et après cela, Vous venez de... dans ce moment, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Mais j'irai, je serai très actif politiquement. Comment avez-vous appris que vous alliez être libéré? Ce matin, par un journaliste qui est venu ici nous crier que la libération était... Qu'est-ce qui va se passer pour le pays maintenant? Vous avez une idée? Du tout, hein? Du tout. Au moins, on a sauvé de ça. On pensera après. J'aimerais bien que ce serait le premier pas pour la révolution socialiste. Les conditions de détention étaient difficiles? Oui, très difficile. Comment ça se passait? Oh, Vous avez été torturé? oui, bien sûr. Par quelle méthode? J'ai passé 10 nuits sans dormir. Ils m'ont battu, ils m'ont frappé. Et j'ai passé 14 heures debout. Et pour avouer quoi? Pour avouer que je pardonnais, que j'avais
agi en tant que militante des brigades révolutionnaires. « 3 heures du matin, la foule des parents et des amis des détenus a évacué les lieux. Alors les camions amènent les 600 hommes de la DGS. C'est leur tour de connaître les cellules où ils ont jeté tant de monde depuis près d'un demi-siècle. En ville, la chasse commence pour retrouver la grande majorité des hommes de la police politique, agents et indicateurs qui sont toujours en liberté. 5 d'entre eux viennent d'être capturés grâce aux indications fournies par un ancien détenu. On les amène au ministère de la Défense pour les interroger. La junte a mis en garde contre les tentations de représailles personnelles ou de règlement de compte. La plupart du temps, intercepter ces membres de la police politique, c'est leur sauver la vie, leur éviter le lynchage par une foule où chacun a eu de près ou de loin à subir les effets de la terreur. Les militaires se sont aussi emparés des fichiers et des archives de la DGS. Le tout sera soigneusement trié et étudié. Certains voudraient même de spectaculaires procès contre ceux qui furent les bourreaux de l'Ancien Régime. Dans ces kilos de papier, il y a en effet toute l'histoire de 48 ans de terreur et de sauvagerie institutionnalisée. Mais déjà se posent les problèmes de l'avenir du Portugal. Dimanche 28 avril, Mário Soares, le chef du Parti socialiste qui n'a connu que l'exil et la prison, rentre à Lisbonne. Tout le monde voit en lui le chef du gouvernement provisoire qui doit être formé. Accueilli triomphalement, il fait applaudir les noms des autres leaders de l'opposition de gauche, dont Álvaro Cunhal, le chef du Parti communiste portugais. Álvaro Cunhal! Le même jour, Spínola reçoit Mário Soares. Entre le leader de gauche et le général de droite, l'accord peut-il être aussi durable et total qu'il le faudrait? C'est une des questions qui pèsent sur l'avenir du pays. Mais dans les rues, la liesse populaire continue à se manifester. Un peuple tout entier n'en finit pas de découvrir sa liberté toute neuve et de s'exalter sur elle.
Si jusqu'à présent il n'y a guère eu de troubles sérieux, la junte semble craindre de plus en plus que le climat qui règne dans les rues de Lisbonne ne conduise à des provocations ou à des actions de la part de groupes extrémistes. Les avertissements à ce sujet se sont multipliés au cours des derniers jours. L'armée garde encore le contrôle de la situation, mais elle voudrait maintenant voir la population reprendre dans le calme ses activités. À l'heure où tout semble gagné, des accrochages avec une population survoltée pourraient tout remettre en cause, car la junte et les partis doivent s'attaquer maintenant aux multiples problèmes d'un pays qui émerge d'une si longue prostration.